tournant des années 2000, un bruit court encore dans les cercles étudiants de Strasbourg. Les cadavres utilisés pour les exercices de dissection des cours d'anatomie de l'université de médecine seraient ceux de juifs assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Légendes urbaines, réalité historique, un témoignage publié dans Le Monde diplomatique tente à confirmer cette rumeur. C'est la libération. Je suis étudiant en médecine, première année. J'entre dans la grande salle d'autopsie, je m'apprête à commencer la dissection du cadavre. Je m'aperçois que tout son corps est parcouru de profondes meurtrissures. Il est circoncis. À titre de curiosité, je me mets à parcourir toute la salle de dissection en m'arrêtant attentivement devant chaque table. Tous les cadavres, hommes et femmes, sont profondément marqués par des coups. La plupart des hommes sont circoncis. Je retourne à ma place. Je suis dégoûté. J'ai envie de vomir. À l'origine de cette rumeur, il y a une découverte macabre faite le 1er décembre 1944 par les Alliés qui viennent de libérer l'Alsace. Annexée depuis 4 ans par le Troisième Reich, Strasbourg est tombée comme par surprise, presque sans combat. Les troupes sont entrées dans une ville fantôme. Un groupe de soldats français qui s'enfonce dans les sous-sols de l'Institut d'anatomie de la faculté de médecine, qui était jusqu'alors sous contrôle nazi, découvre plongés dans des cuves d'alcool les restes de 86 corps, entiers ou découpés en tronçons, affreusement mutilés et rendus méconnaissables. Si la présence de cadavres dans un institut d'anatomie est normale, le traitement qui semble avoir été réservé à cela est pour le moins inhabituel. Une enquête est ouverte. Et la presse du monde entier dénonce bientôt un crime abject. Ces corps seraient ceux de cobayes humains, utilisés par un certain docteur Hirt, un médecin nazi qui mena des expériences médicales au Struthof, un camp de concentration méconnu, situé sur l'actuel sol français. Mais une information en temps de guerre en chassant une autre, ce crime se perd bientôt dans les mémoires, jusqu'à être oublié pendant plus de 60 ans. Que s'est-il passé exactement? Il aura fallu attendre ces dernières années et le travail obstiné de quelques chercheurs et historiens pour que toute la lumière soit faite sur cette histoire qui apparaît aujourd'hui comme celle de l'un des pires crimes du Troisième Reich. Un crime idéologique qui résume à lui seul l'ensemble du projet nazi. Un crime commis au nom de la science. Une science au service du mal. Tout commence le 23 novembre 1941 à l'inauguration de la nouvelle université du Reich de Strasbourg. Des territoires. Elle a d'abord annexé l'Autriche et puis ensuite elle a annexé une partie de la Tchécoslovaquie, donc la Bohème-Moravie.
Et à ce moment-là, elle a créé une Reich-Université de Prague. Ensuite, quand elle a annexé la partie occidentale de la Pologne, elle a créé la Reich-Université de Poznan. Et quand elle a occupé la France, elle a prévu une annexion de l'Alsace à la province de Bade et créé la Reich-Université de Strasbourg. Il faut comprendre que dans l'esprit des nazis, ces Reich-Universités devaient être des éléments pilotes, en quelque sorte, de l'enseignement de la science allemande dans les régions récemment annexées. Donc, des zones où l'on mettrait les meilleurs universitaires pour développer justement les idéologies de la science allemande, de la science nazie. Le nazisme se fonde sur des postulats qui appartiennent à la culture scientifique du temps. Enfin, du temps, j'entends par là, de l'Europe depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Le développement de la médecine, le développement de la médecine virale, de la médecine bactériologique, le développement de l'anthropologie, le développement des sciences de la nature en général, de la biologie, de la génétique, etc. Et sur ce socle de culture scientifique, les nazis bâtissent une théorie politique, une vision de l'homme, une vision de la cité, une vision du groupe humain, et une vision de l'univers, si vous voulez, et de l'histoire, une vision des trois temporalités, qui se prétend scientifique. Donc, si science nazie il y a, c'est une science strictement particulariste, qui prend pour principe et pour fin, c'est-à-dire que pour socle et pour objectif, la seule prospérité, la seule survie et la seule puissance de la race nordique, germanique-nordique, allemande, selon les termes qui varient d'une source à l'autre. Grâce à ces universités de pointe et à cette idéologie à prétention scientifique, le nazisme, dont Hitler disait qu'il était une biologie appliquée, accueille et recrute en masse les médecins qui deviennent rapidement l'une des professions les mieux représentées au sein du NSDAP. Les médecins vont trouver dans le national-socialisme, qui est, je le répète, une biologie appliquée, la possibilité d'arriver en quelque sorte au premier rang sur la scène de la science, ce qu'ils n'occupaient pas auparavant. Ils étaient vraiment intégrés dans leur discipline. Là, véritablement, il va y avoir une fusion entre la politique et la médecine qui va leur permettre d'être à la fois dans l'idéologie nationale-socialiste et à la fois des maîtres dans leur discipline, en tout cas dans l'Allemagne nazie. Donc il y a une double séduction du national-socialisme vers ses médecins et séduction du national-socialisme par ses médecins qui lui permettent de justifier toutes ses activités et en particulier dès avant même 1939, ses activités criminelles. Le jour de l'inauguration de l'Université du Reich de Strasbourg, parmi les 28 nouveaux professeurs, sélectionnés pour leur excellence mais aussi pour la ferveur de leur engagement idéologique, se trouve August Hirt. Âgé de 43 ans, c'est déjà un anatomiste reconnu, que sa réputation précède et dont le caractère tranché laisse un souvenir profond. Je l'ai considéré, je n'étais pas le seul, comme un excellent professeur d'anatomie. D'ailleurs, tout le monde savait, et il était reconnu en Allemagne et même en dehors d'Allemagne, comme un excellent anatomiste. Mais pour le reste, c'est un homme qu'on exécrait. Ça, c'est clair. Mais pas comme enseignant, comme homme. Et d'ailleurs, je me souviens que, et ça montre un peu la finesse d'esprit de l'homme. Un jour, Hirt, dans le cours, dit, je vais d'abord le dire en allemand, Die Weiber scheren sich nach hinten, ich mag diesen Menstruationgeruch nicht. Ça veut dire, les étudiantes, en fait, je dirais presque les femelles, se mettent tout derrière, je ne supporte pas cette odeur de menstruation. Auguste Hirt est un personnage qui est, à mon avis, parfaitement caricatural, représentatif de ce qu'est un authentique national-socialiste. Il est de famille suisse, mais il est né en Allemagne en 1898. Il est vraiment très allemand dès le début, puisqu'en 1914, il s'engage à 16 ans dans l'armée impériale allemande.
Il est grièvement blessé au visage, dont il gardera d'ailleurs de nombreuses cicatrices, et il est réformé en 1916 avec la croix de fer. Pour quelqu'un comme Auguste Hirt, la défaite et le traité de Versailles représentent un traumatisme majeur. Parce qu'en Allemagne, on s'est battu en croyant vaincre, on a été vaincu, on s'est battu et on est mort pour rien. Et pour moins que rien, à vrai dire. Puisque le traité de Versailles affaiblit considérablement l'Allemagne en retirant à l'Allemagne 15% de son territoire et 15% de sa population. Alors, pourquoi est-on mort? Pour perdre, pour plus que perdre. Et on est mort également on s'est battu et on est mort dans un contexte où il n'y a plus de sens au sacrifice humain, au fond. Dieu, en Allemagne, comme un peu partout en Europe, a tendance à partir sans laisser d'adresse à cette époque, un phénomène de sécularisation, de déchristianisation. On croit de moins en moins en Dieu, donc mourir pour Dieu, ça c'est plus tout à fait d'actualité. Pour la patrie, il n'y a plus de patrie. Pour le Kaiser, il n'y a plus de Kaiser. Comment faire? Comment retrouver un sens dans tout ça? Ce sens perdu, Auguste Hirt le cherche un temps dans la médecine. Il s'absorbe pendant 10 ans dans des études longues et difficiles. Il va consacrer toute cette période jusqu'en 1933 à des études de médecine. De médecine et d'ailleurs très directement d'anatomie comparée, puisqu'il fait sa thèse sur l'anatomie comparée des sauriens. Et puis, il va faire de nombreuses publications d'embryologie. Donc, il est certain que jusqu'à l'arrivée du pouvoir d'Hitler, sa préoccupation principale, c'est le travail, c'est la création d'une carrière médicale où il va vraiment exceller dans ce domaine. Mais Hirt n'en reste pas moins attentif aux événements politiques qui agitent l'Allemagne des années 20. Et il voit lui aussi dans le nazisme une réponse complète et globale à ses différentes préoccupations. Il est assez tôt séduit par l'idéologie nationale-socialiste. S'il n'entre dans le parti qu'en 1937, il était déjà membre de la SS dès 1933. Et là, on peut effectivement... il y a une différence à faire. Parce qu'une adhésion à la SS, c'est une adhésion à mes yeux, qui a un sens idéologique bien plus profond qu'une adhésion au parti, qui peut sembler, pour beaucoup, c'était le cas pour beaucoup d'universitaires, de pur opportunisme, puisqu'il était obligatoire d'être dans le parti pour avoir une chaire à l'université. Il avait déjà franchi le pas, et de manière bien plus dure et bien plus importante, dès 1933. Mon honneur s'appelle fidélité. Si le serment de la garde prétorienne d'Hitler est un serment d'allégeance au Führer, c'est d'Heinrich Himmler, le chef suprême de la SS, qu'Auguste Hirt se sent le plus proche. Himmler a une vision du monde nazi, essentiellement nazi, avec quelques inflexions, quelques spécificités personnelles. Ce qu'il partage évidemment et éminemment avec quelqu'un comme Hitler, mais aussi avec quelqu'un comme Auguste Hirt ou d'autres scientifiques, c'est l'idée selon laquelle il y a des races, elles ne doivent pas être mélangées, qu'elles sont hiérarchisées, que la race germanique est créatrice de toute culture, etc. Et qu'elle est appelée à un destin manifeste, et que pour assurer ce destin manifeste, il faut lui donner les moyens de sa subsistance par la conquête d'un espace vital et par la mise en esclavage de populations allogènes et la destruction de son ennemi bactériologique, qui est l'ennemi juif. Ça, c'est quelque chose qui est commun à tous ces gens-là. Auguste Hirt, qui devient bien vite l'un de ses protégés, incarne aux yeux du Reichsführer l'archétype du médecin SS. Soldat avant d'être médecin, fanatique avant d'être scientifique, raciste avant d'être praticien. C'est d'abord l'idéologie SS qui l'imprègne. Donc un racisme très singulier qui est en quelque sorte la quintessence de l'idéologie nationale-socialiste, et c'est dans cet esprit qu'il s'inscrit. Il cherche à gravir des échelons à l'intérieur de la SS, puisqu'il va finir Obersturmbannführer, c'est-à-dire commandant, ce qui est quand même un titre assez élevé dans la hiérarchie SS. Ce 23 novembre 1941, dans la coulisse de l'inauguration de l'université du Reich de Strasbourg, Auguste Hirt rencontre un mystérieux personnage. Il s'agit d'un ancien libraire, proche lui aussi de Himmler, et qui dirige l'Ahnenherbe, ou héritage des ancêtres. Une organisation obscure et tentaculaire,
dépendante de la SS et très influente sous le Troisième Reich. L'Ahnenerbe a pour mission et pour périmètre tout ce qui concerne le savoir et la science allemande. Et de ce point de vue-là, la création et l'inauguration de la Reichsuniversität de Strasbourg en 1941, à l'automne 1941, était un événement scientifico-politique majeur où se trouvent escalités en délégation officielle des représentants de l'Ahnenerbe, c'est-à-dire de ce centre de recherche de la SS. Et c'est à cette occasion-là que le chef de l'Ahnenerbe, un dénommé Sievers, va rencontrer Hirt. Sievers lui parle de son organisation et de ses nouvelles ambitions. Si l'Ahnenerbe, qui bénéficie de moyens grandioses, a mené jusqu'alors nombre de recherches plus ou moins délirantes sur les grands mythes occidentaux, la traque du secret des alchimistes, la quête du Graal, ou même la recherche du marteau de Thor, Sievers a décidé qu'elle devait désormais surtout s'attacher à définir scientifiquement ce qui constitue à la fois le socle et la clé de voûte de l'idéologie nazie, l'existence des races. L'Ahnenerbe, donc, est évidemment une fondation pour recueillir l'héritage des ancêtres, avec toute la part mythique. Mais en même temps, recueillir l'héritage des ancêtres, c'est recueillir l'héritage de l'arianisme, et de savoir également qui est arien et qui est sémite. Donc il va falloir, en même temps que l'on définit ce passé, savoir exactement quel est l'adversaire que l'on combat. Et l'adversaire, c'est le sémite. Donc on a besoin de définir le sémite. La définition de ce que les nazis appellent le juif et de ce que les nazis appellent l'arien ou l'homme germanique nordique, c'est le gros problème de ce racisme nazi, qui est comme une espèce de trou noir. Hein. Vous avez une aspiration, une antimatière au centre, parce qu'au centre, vous n'avez rien. Hein. Vous avez tout un échafaudage, une structure qui est faite de mots, qui est faite d'images, qui est faite de normes. Il faut agir ainsi envers les juifs, ainsi envers les hommes nordiques, etc. Mais au centre, qu'est-ce que c'est au fond que l'arien? Qu'est-ce que c'est que le juif? Personne n'en sait rien. Or, en 1941, la nécessité de prouver l'existence des races et de définir qui est qui se fait d'autant plus impérieuse pour les nazis que leur politique anti-juive battent désormais leur plein en Allemagne et dans les territoires occupés. Port de l'Étoile, profession interdite, transport réservé, rassemblement en ghetto, spoliation en tout genre, affamement planifié. Pis, depuis que l'opération Barbarossa qui prévoit l'invasion de l'URSS a commencé en juin 1941, c'est-à-dire quelques mois seulement avant l'inauguration de l'université du Reich, l'extermination totale des Juifs a été officiellement décidée. D'un côté, les Einsatzgruppen assassinent systématiquement tous les Juifs qu'ils trouvent sur leur passage. De l'autre, mise en œuvre elle aussi par Himmler et sa SS, les déportations massives vers les usines de mort vont bientôt commencer. C'est quasiment obsessionnel chez eux de savoir qui est juif et qui n'est pas juif. Dans cette vision absolument paradoxale, ils ne veulent pas commettre d'erreurs. Ils ne veulent pas tuer des gens qui ne sont pas juifs. Et donc, cette recherche scientifique, bien entendu pseudo-scientifique, est prioritaire. Comment définir les Juifs de la manière la plus scientifique pour mieux les trouver tous et tous les détruire? Une vieille question mais à laquelle les nazis ont besoin au plus vite d'apporter une réponse en ce mois de novembre 1941, sous la verrière de l'université du Reich de Strasbourg. C'est de cela que Sievers et Hirt s'entretiennent. Et c'est ici même, et à ce moment-là, qu'August Hirt imagine un projet qui en tout autre temps et en tout autre lieu aurait été considéré comme fou, barbare et criminel. Il l'expose en détail à Sievers qui le soutient dans une longue lettre adressée personnellement à Himmler. Il existe d'importantes collections de crânes de presque toutes les races et peuples. Cependant, il n'existe que très peu de spécimens de crânes de la race juive permettant une étude et des conclusions précises. La guerre à l'Est nous permet de remédier à cette absence et d'obtenir des preuves scientifiques et tangibles en nous procurant les crânes des commissaires juifs bolcheviques qui personnifient une humanité inférieure, repoussante, mais très caractéristique. Après la mort de ces juifs, dont on aura soin de ne pas endommager la tête, on séparera la tête du tronc
et on l'enverra à la nouvelle université allemande de Strasbourg, qui est le meilleur endroit pour les étudier. Les recherches d'anatomie comparée et les recherches sur la race pourront alors commencer. Ce projet de collection de crânes est validé au plus haut niveau. Himmler se dit très intéressé et ordonne à Sievers d'engager Hirt au sein de l'Ahnenerbe. Ce qu'il fait aussitôt en lui confiant la direction de la section H de l'Institut des recherches militaires. H comme Hirt. Grâce à ses nouvelles responsabilités, Hirt lance alors plusieurs cycles d'expérience médicale. Il mène directement ou soutient et encadre depuis l'Université du Reich de Strasbourg des recherches sur les gaz de combat ou sur le typhus exanthématique. Et le recours aux cobayes humains sélectionnés dans les camps de prisonniers devient pour lui la norme. Mais si Hirt se concentre un temps sur ses nouvelles recherches, il n'en oublie pas pour autant son projet fondamental de collection anatomique. Et quand au milieu de l'année 1942, il décide de s'y consacrer pleinement, c'est avec une ambition renouvelée et des perspectives plus amples. L'idée devient effectivement non plus simplement de collectionner anatomiquement les crânes, mais de collectionner cette fois-ci des corps entiers, pour bien montrer le spécimen du judéo-bolchevique dans son entité, et pas seulement au niveau du crâne. Car une telle collection anatomique, en plus d'aider à déterminer les caractéristiques de la race juive, pourrait selon Hirt jouer un rôle encore plus important à l'avenir. Il s'en explique auprès d'Himmler et de Sievers. Il dit voilà, bientôt nous n'aurons plus de juifs, en gros, puisque ce que les nazis appellent la solution finale de la question juive est quelque chose qui a déjà commencé en juin 1941 sur le front de l'Est par l'assassinat systématique par les Einsatzgruppen des civils juifs qui se trouvent en territoire soviétique. Bon, il y a fort à parier donc qu'un jour il n'y ait plus de juifs. Or, nous, en tant que scientifiques, nous devons garder, ne serait-ce que pour les nécessités de la science et la beauté de la connaissance, nous devons garder trace de cette existence qui, un jour, peut-être aura disparu. Autrement dit, la collection anatomique du Dr Hirt, qui consiste à décharner des cadavres pour en garder les squelettes, après avoir relevé et conservé sur les gens qu'on aura tués toutes sortes de données anthropométriques et toutes sortes de données sociales, leur identité, leur âge, leur provenance, etc., cette collection anatomique est l'exact équivalent de ce que la SS veut créer à Prague, c'est-à-dire un musée juif. On va garder une trace de ce qu'aura été la race juive, la pseudo-race juive en Europe. Une trace anatomique par cette collection de squelettes, une trace culturelle par une espèce de musée de folklore juif où on exhibera une Torah, où on exhibera un candélabre à 7 branches, où on exhibera des outils du culte et des vêtements, des intérieurs juifs, une trace donc de ce qu'aura été cette population qui, un jour peut-être, certainement, aux yeux de la SS, aura disparu. Hirt a des exigences, il veut des gens qui sont vraiment des frais, du produit frais. J'emploie des mots horribles, des mots monstrueux pour montrer combien est dépourvue de toute compassion la vision de ces criminels, qui sont véritablement les criminels les plus absolus de l'idéologie nationale-socialiste. Alors, il est évident que le problème, c'est qu'il faut avoir des corps de juifs intacts et en bon état, et que le seul lieu où s'opère une sélection, c'est à Auschwitz. La destruction des juifs de Pologne se fait dans 2 lieux différents, Chelmno par les camions à gaz et les 3 centres de Belzec, Sobibor et Treblinka, où l'on tue immédiatement les gens, on les détruit immédiatement. Soit qu'on les entasse dans des charniers, soit qu'on les incinère. Donc le seul lieu où on peut disposer de juifs en bonne santé qui sont utilisés comme main-d'œuvre, c'est à Auschwitz. La bureaucratie nazie se met alors à tourner à plein régime et les courriers s'échangent au plus haut niveau de l'appareil d'État. Berlin, le 2 novembre 1942. De l'Ahnenerbe à l'état-major d'Heinrich Himmler. Pour des recherches anthropologiques, le professeur Hirt demande que 150 squelettes de juifs lui soient fournis dans le camp d'Auschwitz. Il est dorénavant nécessaire qu'un ordre direct du Reichsführer SS soit émis dans ce sens à l'Office de sécurité du Reich. Berlin, le 6 novembre 1942.
de l'état-major d'Heinrich Himmler à Adolf Eichmann. Le Reichsführer SS a émis une directive pour qu'on fournisse au professeur Hirt tout ce dont il a besoin dans ses recherches. Je vous demande donc de faire en sorte que sa collection soit rendue possible. À partir de ce moment-là, Hirt obtient un droit d'entrée dans le système concentrationnaire. Mais comme il n'entend pas aller lui-même à Auschwitz, August Hirt demande à Lahnenerbe de financer une mission spéciale emmenée par Bruno Beger, l'un des meilleurs anthropologues de l'époque, mais aussi un nazi convaincu et un ami de longue date. Bruno Beger war ein Anthropologe, der in München arbeitete. Bruno Beger était anthropologue à Munich. Ses travaux étaient aussi imprégnés par l'idéologie raciste. Il avait pour sujet de recherche l'histoire du développement de la race aryenne. Et c'est dans cette optique qu'il avait participé notamment à une importante expédition au Tibet au milieu des années 30. Commanditée par Lahnenerbe en 1938 et conduite par Bruno Beger en personne, cette expédition au Tibet avait pour but de prouver que l'origine de la race aryenne se trouvait sur les hauts plateaux tibétains. Bien que peu convaincante d'un point de vue scientifique, cette mission avait démontré la puissance de Lahnenerbe, capable d'envoyer au bout du monde sur une durée de 8 mois tout un groupe de scientifiques qui y avaient procédé à des séries de mesures, effectué des centaines de moulages, filmé et photographié les populations. Bruno Beger en était revenu auréolé d'une certaine gloire. Un homme qui se considère comme un savant, capable de mener des recherches raciales de pointe, et Hirt, qui est un de ses amis, avec qui il a déjà collaboré, lui dit « Moi, je peux faire une collection de squelettes à l'université de Strasbourg. » Et Beger lui dit « Bon, ben, on va tuer des gens à Auschwitz, et puis on va te les envoyer. » En juillet 1943, une équipe de 3 personnes débarque à Auschwitz. Bruno Beger, un anthropologue qui s'appelle Fleischhacker, Hans Fleischhacker, et un personnage qui est chargé des moulages, il s'appelle Gabel, et Willy Gabel, je crois, et il a fait partie, je crois, de l'expédition du Tibet. Donc, ils vont choisir 115 personnes, et ils vont exécuter des moulages, des photographies, des mensurations, qu'ils vont transmettre à Hirt. Des 115 personnes sélectionnées au départ, on n'en retient que 87. Beger n'avait pas d'idée claire sur la façon dont il allait choisir les 150 personnes une fois à Auschwitz. Pour désigner ces femmes et ces hommes juifs, il a peut-être pensé s'appuyer sur des critères physiques qui lui semblaient indiscutables pour faire un tri représentatif. Je ne sais pas. Sur ce point, il n'existe aucun témoignage. Quand il est arrivé au camp, il n'y avait que des hommes, sauf dans le bloc numéro 10, où étaient regroupées les femmes. On leur a annoncé qu'un petit groupe allait être transféré dans un camp où les conditions de vie étaient meilleures qu'à Auschwitz. Beger a certainement choisi directement un certain nombre de personnes et les autres se sont portés volontaires sans savoir dans quoi ils s'engageaient. On est déjà dans l'horreur absolue parce que ce sont, je pourrais dire en termes nazis, des Stücke. Ce sont des objets, ce sont des pièces. Hein. Ils n'ont plus la qualité humaine que dans l'esprit des SS. Ce qui est important, c'est d'avoir des moulages de bonne qualité, des images de bonne qualité. Ce ne sont plus des êtres humains. Hirt refuse que Beger assassine ses spécimens à Auschwitz. Les cadavres ne résisteraient pas à un transport de 2000 km en plein mois de juillet. Les Stücke seraient trop abîmés à leur arrivée. Il a donc été convenu qu'après leur sélection, les hommes et les femmes seraient convoyés vivants et en train depuis la lointaine Pologne jusqu'en Alsace. Mais avant d'être traités à l'Institut d'anatomie par Hirt lui-même et ses collaborateurs,
il va bien falloir procéder à leur assassinat. Deux questions se posent. Où et comment faire? Il se trouve que depuis mai 1941, dans les Vosges, à 50 km de Strasbourg, il y a un camp qui en plus offre, j'allais dire, toutes les garanties de discrétion. On est là au sommet d'une montagne, avec une zone interdite tout autour, un accès totalement interdit à tout regard extérieur. Il y a donc possibilité de faire quelque chose. Bon. Et il faut voir ça sous un angle très opportuniste. Il y a là une situation qui existe, une possibilité qui existe pour Hirt. Ce camp, c'est le KL Natzweiler, plus connu sous le nom de Struthof. Un camp qui est le seul que les nazis établirent sur l'actuel sol français et qui accueillit entre 1941 et 1944 plus de 52 000 déportés venus de toute l'Europe. Bien que de dimension réduite, et malgré ses installations alors toutes neuves, avec ses appels sans fin dans le froid et la nuit, ses capots gras, veules et brutaux, ses travaux forcés aussi épuisants qu'inutiles, avec ses miradors et ses sentinelles prêtes à tirer à tout instant, avec son arbitraire, ses brimades, ses humiliations et ses coups, mais aussi avec sa villa du commandant bordée d'une oblongue piscine, et ses concerts de musique classique les dimanches pour se reposer d'une semaine de pendaison, avec sa construction en étage, le long d'une interminable côte qu'il faut sans cesse monter et redescendre, avec la famine et la maladie pour quotidien, et avec la mort pour seul horizon, le Struthof offre alors une parfaite image de l'horreur concentrationnaire. C'est dans ce lieu fort clos et terrifiant, qu'il connaît bien pour y mener parfois ses expériences sur cobayes humains, qu'August Hirt a choisi de faire venir en août 1943 ses 87 spécimens. Ces détenus arrivent à Natzweiler et ils sont mis dans un bloc qui avait été terminé il y a quelques mois avant, qui est le bloc numéro 13, bloc que l'on avait lui-même entouré de barbelés, qu'on avait vidé de ces détenus. Et ils ont été gardés dans ce bloc numéro 13 pendant une quinzaine de jours, probablement remis en état, c'est-à-dire nourris de manière à ce que il y avait un terme qui avait été utilisé comme quoi il devait être nourri mit Vollkost, c'est-à-dire de la même manière, avec le mieux possible. Voilà. Donc de manière à ce qu'ils aient une apparence physique qui soit convenable. C'est à Joseph Kramer, le commandant du camp, qu'August Hirt confie la tâche de veiller en personne sur ses 87 cobayes. Les deux hommes ne s'apprécient guère, mais Kramer, en SS discipliné, obéit au doigt et à l'œil à Himmler. Et son absence d'état d'âme, les prisonniers ne le surnomment-ils pas la bête, en fait malgré tout aux yeux de Hirt la personne ressource pour exécuter ses basses besognes. On est là en présence d'un responsable, d'un commandant de camp qui est totalement typique de ce que l'on peut imaginer du commandant de camp. C'est-à-dire un homme qui est médiocre, qui a connu une existence médiocre dans ses premières années, dans ses 20-25 premières années. À partir de 1933, il trouve un emploi dans le système concentrationnaire. Et dans le système concentrationnaire, il commence tout petit. Tout petit, il monte progressivement en échelon et il va de camp en camp. Et à chaque fois, il fait son apprentissage. Alors, il passe par Dachau, il passe par Mauthausen, il passe par Brunwald. Oui. Et à chaque fois, donc, il acquiert une expérience qui fait de lui un homme qui est particulièrement efficace. Mais comme Kramer a aussi officié à Auschwitz, il s'inspire d'une méthode utilisée là-bas depuis peu pour assassiner rapidement et surtout proprement. Il fallait que les décors intacts, donc il n'y avait qu'une seule solution pour avoir des corps intacts, il fallait procéder par asphyxie. Et c'est de là que vient effectivement l'idée de la construction d'une chambre à gaz. Pour des raisons de discrétion, le choix de Hirt et de Kramer se porte sur un petit bâtiment qui se trouve hors de l'enceinte du camp, à 800 mètres de là, en contrebas. Une maisonnette qui peut être charmante du temps où elle n'était qu'une salle des fêtes. Et le Struthof, encore une station de ski.
C'est dans ce bâtiment-là qu'on décide d'aménager une chambre à gaz, qui est toute petite. Bon, ses dimensions sont minuscules. On utilise à un endroit, que l'on aménage avec du carrelage au plafond, au sol et sur les murs, avec un écoulement central, avec une évacuation qui se voit à l'extérieur, une cheminée avec une tirette que l'on actionne depuis l'extérieur pour évacuer les gaz. C'est un petit peu du bricolage. Mais on a l'exemple réduit, puisqu'il ne s'agit que d'un petit espace de 20 mètres cubes qui devait traiter, selon le vocabulaire nazi, à peine une centaine de personnes. On a un exemple de la procédure de mise à mort dans ce que l'on appelle les centres de mise à mort. Donc on a un témoignage physique, si vous voulez, de la procédure d'assassinat. Document d'une valeur historique majeure. Voici le registre de l'intendance du camp qui, jour après jour, consigne au milieu de la foule des menus travaux ce qui concerne la chambre à gaz. Plus accablant encore, le carnet de notes de Volkmar, l'adjoint de Kramer, qui écrivait tout ce qu'il avait à faire et barrait ce qu'il avait déjà fait. La mention gaz prussique professeur Hirt apparaît entre deux activités anodines. C'est là l'accusé de réception du cyclone B qu'Hirt vient de faire porter au camp. Comme l'indique la rature, le gaz a bien été remis en main propre à Kramer. On va utiliser pour détruire ces personnes le même gaz qu'à Auschwitz, c'est-à-dire le cyclone B, l'acide cyanhydrique. Donc quand le commandant du camp, Joseph Kramer, va procéder à l'exécution, il va tuer d'abord 2 groupes de femmes et il va tuer le reste des hommes, environ 35 femmes et 50 hommes. Par de chaudes soirées d'août 1943, en 4 groupes distincts, les 87 hommes et femmes sont dirigés vers la minuscule chambre à gaz de 9 mètres carrés. Une femme se révolte, elle est abattue, et son corps écarté de la collection. Hirt n'est pas là, c'est Kramer qui va diriger les opérations. Après la guerre, dans ce qui reste l'un des très rares témoignages directs sur une opération de gazage, celui-ci décrira cette exécution avec une minutie qui fait horreur. Je commençais par faire conduire à la chambre à gaz, un certain soir vers 9 h, un premier groupe d'une quinzaine de femmes. Je déclarais à ces femmes qu'elles devaient passer par la chambre de désinfection, et je leur Ces cadavres sont immédiatement chargés en camion et transférés à l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversité de Strasbourg dans des cubes anatomiques. Voilà. Dans des cubes à cadavres avec du formol. Bon, ça c'est le schéma classique de tout institut d'anatomie. On conservait les cadavres dans du formol. Alors selon les dires du personnel qui travaillait à ce moment-là à l'Institut d'anatomie, ces cadavres n'étaient pas encore rigides lorsqu'ils arrivaient à Strasbourg. Ça veut donc dire que le transfert s'est fait très rapidement, immédiatement. Et ensuite, ils sont plongés donc dans ce formol dans lesquels on va les conserver dans le but, justement, de constituer cette fameuse collection. Lorsque les 86 cadavres arrivent à l'Institut d'anatomie de Strasbourg, c'est l'aboutissement d'un processus long de presque 2 ans qui a mobilisé certaines des plus hautes personnalités du Reich. Il a fait l'objet d'une procédure administrative minutieuse. Il a nécessité des convois spéciaux. Il a bénéficié de moyens considérables. Il a mis à contribution certaines des organisations les plus puissantes du Troisième Reich. C'est pourquoi, après tant d'efforts de toutes parts, on imagine un Auguste Hirt impatient, trépignant derrière ses tables d'autopsie, instruments en main, désireux par-dessus tout d'entamer sa monstrueuse besogne. Et pourtant... Logiquement, on devrait pouvoir traiter ces corps, traiter les squelettes, etc. Mais en fait, on les abandonne. Hirt ne s'en occupe absolument plus. Ils vont rester là jusqu'en
en septembre 1944 quand l'Alsace va être libérée. Et là, c'est un mystère. Pourquoi Hirt a centré tout là-dessus et n'a rien fait? Là, on peut se poser la question de savoir si, en fin de compte, ce qui lui importait était d'abord d'être chargé de cette mission, donc de se gonfler un petit peu de ce pouvoir, et si vraiment il avait envisagé de faire des recherches anatomiques sur des squelettes juifs. Ça n'a jamais servi à rien. Voilà. Alors, il faut essayer de... Alors, y a-t-il une explication rationnelle? Non. Ah bon, c'est une évidence. Il n'y a pas d'explication. On constate les choses. On a l'impression, ça donne un petit peu l'impression de se trouver face à un Hirt qui désormais a ce qu'il voulait. Il voulait ces cadavres. Il voulait constituer cette collection et il ne le fait pas. S'est-il rendu compte soudain de la vanité de son projet? Fraîchement promu doyen de l'université du Reich, s'est-il à nouveau laissé accaparer par ses autres expériences sur cobayes humains? Ou convaincu qu'il était jusqu'au bout de la victoire nazie, a-t-il plus sûrement préféré attendre pour réaliser son projet, que la guerre soit terminée et que le monde nouveau débarrassé des Juifs soit advenu? Une chose est sûre, en novembre 1944, les troupes allemandes se replient et les Alliés marchent sur l'Alsace. Dans l'urgence, Hirt s'adresse alors à Sievers, qui écrit un courrier à Himmler. En raison de la masse de travail que cela requiert, la réduction des corps en squelettes n'a pas encore été achevée. Le professeur Hirt demande quelle est la conduite à tenir vis-à-vis de la collection, au cas où Strasbourg serait menacée. Il est possible de décharner intégralement la collection pour la dissimuler. Mais cela signifierait qu'une partie du travail aura été faite pour rien et que cette collection unique sera perdue pour la science. Veuillez indiquer quelle solution serait préférable. 1. Conserver la collection en l'état. 2. La détruire en partie. 3. La détruire totalement. Finalement, il a été décidé que les cadavres seraient détruits pour éliminer les preuves et dissimuler le crime. Mais l'opération n'aura pas été jusqu'au bout. 16 cadavres sont restés entiers. Les autres corps ont été découpés en 4. Pour rendre leur identification encore plus difficile, on a détruit les têtes et arraché les chiffres tatoués sur leurs bras. Voilà donc l'histoire de ce crime idéologique dont les Alliés découvrent l'une des scènes à la libération de Strasbourg dans les sous-sols de l'Institut d'anatomie. Et voici le résultat concret des efforts conjugués de ces soldats de la science qui n'étaient en rien des barbares incultes et violents, mais des dignitaires savants, raffinés et reconnus. Quand le 2 décembre 1944, au lendemain de la découverte des cadavres, les soldats américains filment le Struthof, ils ne savent pas encore que c'est l'endroit même où les cobayes du professeur Hirt ont été assassinés. C'est le premier camp de l'archipel concentrationnaire que les troupes alliées du débarquement libèrent. Il est alors complètement vide. Mais les installations encore intactes et les documents abandonnés leur permettent déjà d'entrevoir l'étendue et la variété de la criminologie nazie. Très vite, des enquêtes sont ouvertes. Et ce que l'on n'appelle pas encore la collection anatomique du professeur Hirt devient une priorité pour la justice civile et militaire. Les preuves s'accumulent, et assez tôt, grâce entre autres aux autopsies pratiquées sur les corps, et surtout au témoignage d'Henri Pierre, l'ancien garçon de laboratoire contraint et forcé de Hirt, qui a réceptionné les cadavres et noté leur matricule, tous les détails sont connus. L'utilisation du gaz, les convois depuis Auschwitz, le rôle de Kramer, les recherches racistes, le soutien de Lahnenerbe, l'ensemble des expériences médicales menées par Auguste Hirt. Et pourtant, malgré les campagnes de presse, les mandats d'arrêt, les dizaines d'arrestations et les grands procès, ce crime ne sera jamais jugé et demeure impuni. C'est que ces idéologues de la race et de la science
ne se sont pas contentés d'assassiner des hommes et des femmes parce qu'ils étaient juifs. Ils ont encore prolongé leur crime en le niant, en essayant d'en effacer toute trace, en fuyant leurs responsabilités et en refusant de se soumettre à la justice. August Hirt d'abord, qui a fui en Allemagne en emportant les dents en or arrachées à ses 86 spécimens, se permet en janvier 1945 d'envoyer aux journaux qui l'accusent un interminable droit de réponse dans lequel il nie tout. Une analyse indépendante des cadavres présents dans l'Institut d'anatomie devrait démontrer qu'il s'agit de cadavres destinés à la dissection, tels qu'on les trouve dans tout institut d'anatomie du monde, et que la plupart sont morts d'une maladie ordinaire. De même, le fonds de matériel scientifique qui m'appartient devrait révéler que je me suis occupé de toutes sortes de choses, sauf de recherche raciale. Ce sont les derniers mots que l'on connaît de lui. Quelques semaines plus tard, en juin 1945, lui qui avait voulu faire une collection de crânes présentés de manière moderne, se tire une balle dans la tête en pleine forêt noire, fuyant jusqu'au bout la responsabilité de ses crimes. Dans ce choix, il ne fait qu'imiter Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, ardent protecteur du projet de collection anatomique, qui se suicide lui aussi, mais aussi à Nure, pour échapper à son procès. Quant à Wolfram Sievers, le directeur de l'Annenherbe, il est arrêté après la guerre et comparé au procès dit des médecins, qui se tient à Nuremberg en 1947. Il y est brièvement interrogé sur le projet de collection anatomique. Did you ever hear of Hirt's, Professor Hirt's skeleton collection? Es handelt sich hier eine Angelegenheit der Anatomie der Universität Straßburg. I asked you, did you hear about it? Jawohl, ich habe davon gehört. Where were you going to get those skeletons from? Die sollten zur Verfügung gestellt werden aus Auschwitz. Sievers esquive, fait mine de ne pas se souvenir, se décharge sur Hirt. Et c'est seulement pour son rôle administratif au sein de l'Annenherbe en général, et pas sur la collection anatomique en particulier, qu'il est condamné à mort et pendu en mars 1947. Autre tribunal, autre accusé. Cette fois, il s'agit de Joseph Kramer, qui comparait au tribunal militaire de Lunebourg. Promu après son passage au Stutthof, il a supervisé à Auschwitz le gazage des 500 000 juifs hongrois, puis été nommé commandant du camp de Bergen-Belsen, où, selon les dires de sa femme, il se sentait bien parce qu'il y avait plus de fleurs. S'il est lui aussi condamné à mort, à aucun moment le gazage des 86 cobayes humains d'August Hirt n'entrera dans son acte d'accusation. Il est pendu le 13 décembre 1945 sans avoir montré le moindre remords. Bruno Beger, enfin. Celui qui a sélectionné les 87 hommes et femmes à Auschwitz et qui avait proposé de les assassiner lui-même, n'a été condamné en 1970 qu'à 3 ans de prison avec sursis. Il est mort en 2009, âgé de 98 ans. Ainsi l'idée monstrueuse d'un savant criminel, encouragé par un démoniaque violent, patronné par un chef cruel, borné, curieux et insensible, et rejointe par un aventurier fanatique, fut-elle réalisée par les soins d'une brute disciplinée. Mais demeuré impuni, ce crime a même fini par s'oublier. Et son caractère à la fois exceptionnel et très emblématique a été perdu de vue. On est là face à quelque chose, tout d'abord, qui dépasse complètement, j'allais dire, le cadre de la raison. On ne peut pas dissocier ce qui s'est passé sur ces 86 à Strasbourg de l'histoire générale du nazisme et de l'histoire générale de l'extermination. On est dans un tout petit nombre par rapport à une immensité. Or, ce petit nombre est significatif de, j'allais dire, de l'absolu idéologique, en disant, voilà, ça c'est la race, vous en êtes débarrassés. On l'a fait ailleurs, mais c'est ici qu'on le prouve. Le projet lui-même est un exemple de cet investissement de la politique par la science, ou de la science par la politique, qu'est le nazisme au fond, qui est essentiellement le nazisme.
Cette collection a été constituée, elle a été inachevée, mais elle devait être constituée, d'une part pour donner des arguments scientifiques, quantifiables à l'existence d'une essence juive, d'un être juif. On devait définir scientifiquement par des mesures anthropométriques ce qu'était un juif. Ça a été un échec. C'est un échec nazi, comme ça a été un échec de tous les racistes de toute époque et en tout lieu. Et par ailleurs, et là, après la dimension scientifique, on passe à une dimension plus métaphysique, au fond, sur ce que c'est que le projet nazi. Ce projet nazi qui consiste à vouloir assassiner un peuple entier, puisque c'est à cette occasion qu'on a défini ce que c'était qu'un génocide en 1944, l'assassinat d'un peuple parce qu'il est peuple, et l'assassinat de gens parce qu'ils appartiennent à ce peuple, tout en documentant les traces ou les étapes du processus d'assassinat. Les archives SS sont considérablement nourries et devaient être nourries pour l'usage interne, et on devait conserver une trace de ce peuple que l'on se donnait pour but d'assassiner. Ce projet de collection de crânes de Hirt est totalement marginal dans le cadre des crimes de la médecine nazie et des expériences médicales dans les camps de concentration. On se trouve donc en quelque sorte à l'extrémité une des extrémités de l'horreur de la criminalité nationale-socialiste. Et quand on se reporte au passé de ce projet, à toute l'histoire du développement donc du national-socialisme, même dès Weimar, on s'aperçoit que s'est construit en Allemagne l'idéologie la plus totalement mauvaise, et le mot mauvais est clair, de l'histoire de l'humanité. Alors que l'on peut discuter de certains systèmes totalitaires où il y a apparemment de bonnes idées au départ, des idées généreuses, le national-socialisme est totalement mauvais, totalement destructeur, et le fait que cette collection ait existé montre qu'il s'agissait d'une science de mort qui ne pouvait aboutir qu'à des extrémités de ce genre. Mais si la mémoire de ce crime semblait avoir été perdue, elle revenait régulièrement, comme par une opération inconsciente, une sorte de retour du refoulé, sous la forme d'une rumeur qui, pendant 60 ans, a hanté les milieux étudiants de Strasbourg. Et bien que les corps des 86 victimes aient été enterrés le 23 octobre 1945, il aura fallu attendre 2005 et l'apposition d'une plaque commémorative sur les murs de l'Institut d'anatomie pour que toute la vérité soit enfin dite sur cette histoire, que cessent ces bruits et que son identité soit rendue à chacune des victimes.